ce que montrent les études aujourd'hui. Ok, merci. Merci. Donc, je vais d'abord un petit peu présenter le ministère des droits des femmes. Donc, suite à des revendications des mouvements de femmes, en 2014, après les élections, il y a eu la création du premier ministère des droits des femmes en Belgique. Et ça a été à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, c'est ma ministre qui est devenue ministre. Et qui, dès qu'elle est arrivée et devenue ministre, a voulu créer une assemblée des droits des femmes. Donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à rassembler toutes les associations qui travaillent sur le droit des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes, et de les sonder et de les faire participer aux mesures qu'elles pourraient prendre. Et donc, chaque année, pendant toute la législature, et donc qui va se terminer, il y a eu le choix qui a été donné à ces associations, dans le cadre d'une participation, de choisir un thème annuel. Donc, un des 5 piliers fondamentaux des droits des femmes. Et le premier qui a été choisi, justement, a été celui du droit à l'égalité au travail. J'en parle aujourd'hui du droit à l'égalité au travail, puisque, en définitive, aujourd'hui, ce dont on parle, c'est l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle. Et donc, c'est une thématique très importante dans toute l'émancipation en tout cas, toute la volonté d'émancipation des femmes, c'est de pouvoir justement permettre cette articulation entre vie privée et vie professionnelle. Donc, on a eu une des commissions, parce qu'il y a 3 commissions chaque fois qui se réunissent, une des commissions qui s'est réunie pendant toute l'année et qui a fait des constats et proposé aussi toute une série de mesures pour les différents niveaux de pouvoir en Belgique, parce que l'idée c'était vraiment aussi de pouvoir aller trouver chaque niveau de pouvoir et leur proposer des actions concrètes et des projets concrets. Alors, au niveau des constats, on a une étude assez récente de l'IWEPS, donc de l'Institut Wallon de Statistique, qui a fait une étude justement sur l'articulation, l'emploi du temps et comment il est réparti entre les hommes et les femmes en Wallonie. Et alors, de toute façon, il n'y a pas de grosse surprise. Il faut déjà un petit peu aussi être attentif à de quel temps parle-t-on? Parce qu'on peut parler du temps de travail. On sait qu'il y a des différences de temps de travail entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes, 46% des femmes qui travaillent à temps partiel. Il n'y a que 10% des hommes qui travaillent à temps partiel. Donc il y a déjà aussi une pression pour faire en sorte que les femmes réduisent leur temps de travail professionnel en faveur du travail domestique et familial. On peut aussi distinguer les tâches ménagères du soin et de l'éducation aux enfants, parce que c'est 2 choses différentes. On peut être un couple sans enfants, et alors à ce moment-là, on n'a que les tâches ménagères, et puis quand les enfants arrivent, il y a les soins donnés aux enfants qui alourdissent un petit peu la tâche. Alors, en Wallonie, 2 tiers du travail domestique et familial sont remplis par les femmes. Donc 2 tiers, 1 tiers. Les hommes ne remplissent que 1 tiers de ce travail. Et ça, je parle, c'est quand le couple travaille à temps plein. Quand la mère, plutôt quand la femme et l'homme sont tous les 2 à temps plein, eh bien c'est 2 tiers, 1 tiers. Alors, à partir du moment où la femme travaille à temps partiel, voire ne travaille pas, là, la femme supporte le double de temps de travail domestique par rapport à l'homme. Il faut savoir que c'est un temps de travail, parce que c'est du travail, puisque on peut très bien faire en sorte que ce soit un professionnel qui s'occupe de ces tâches. On a des personnes qui peuvent venir à la maison faire le ménage, etc. Donc c'est un temps de travail, mais qui n'est pas rémunéré à partir du moment où c'est un des membres du ménage qui le fait. Donc il faut aussi se rendre compte qu'un grand nombre de femmes travaillent beaucoup et dont une grosse partie de leur travail est non rémunéré, ce qui reste aussi, en tout cas, qui peut être mis en débat. Non, je ne vais pas rentrer non plus dans des choses aussi complexes. Quand on parle de temps, on doit parler aussi de temps de loisir, parce qu'au-delà du temps de travail
professionnel, donc rémunéré, du temps de travail non rémunéré, on a aussi dans notre vie un temps de loisir. Et là, il faut savoir qu'il y a une distinction entre le temps de loisir des hommes et des femmes. Je parle toujours des statistiques au niveau de la Wallonie. Et donc, les hommes, en moyenne, par semaine, ont 33 heures de temps de loisir. Les femmes, elles, c'est 25 heures. Il faut savoir que dans le temps de loisir, il y a tout. Il y a aussi bien je regarde la télé, je lis un livre, que je sors avec mes copines ou mes copains, etc. Alors, ce qui est un petit peu, je dirais, décevant, c'est qu'on aurait pu penser que les choses s'améliorent avec le temps. Or, entre 2005 et 2016, on a vu, excusez-moi, on a vu le temps de travail domestique se réduire légèrement, mais en fait, ce n'est pas dû à une meilleure répartition entre les hommes et les femmes. C'est vraiment dû au fait qu'on externalise un peu plus les tâches domestiques. Donc, on fait appel à une femme d'ouvrage ou on va faire, on fait venir les petits services pour du repassage, etc. Donc, quand il y a une observation d'une diminution du temps consacré aux tâches ménagères, en général, c'est autant les hommes que les femmes qui réduisent ce temps et il n'y a pas une meilleure répartition. Il faut dire aussi que quand il y a les enfants, le temps consacré par les femmes au ménage et aux soins aux enfants augmente. Il augmente alors que l'homme, non, ça n'augmente pas. C'est les statistiques qui le disent, je ne suis pas en train, c'est vraiment l'IWEBS qui a fait cette analyse. Et ce n'est qu'à partir du moment où il y a un troisième enfant qui arrive pour les familles qui en font 3 et plus, que l'homme commence à avoir un temps de travail pour le ménage qui réaugmente. Donc, à un moment donné, a priori, après 3 enfants, la répartition devient un peu plus... l'homme commence à être sensible à ça, quoi. Alors, au-delà donc, de ces constats et au-delà de tout le travail qui a été mené, comme je vous l'ai dit, il y a eu alors une série de propositions qui ont été faites pour améliorer cette répartition, qui reste vraiment un enjeu fondamental, ne serait-ce que pour lutter contre les stéréotypes et cette observation qui est que les rôles sociaux soient prédéterminés et genrés. Donc la lutte ici, elle est quand même aussi pour que quand on est parent, on est parent, qu'on soit maman ou papa, et quand on est dans un ménage, il n'y a pas de raison que l'un doive faire plus que l'autre. Alors, il y a bien entendu, et comme Madame Defresne l'a rappelé, la recommandation de rendre le congé de paternité obligatoire. Et ça, l'objectif est que dès le départ, dès que l'enfant naît, les 2 parents puissent s'en occuper dès le départ et s'en sentir concernés. Et au-delà de l'obligation du congé de paternité, l'idée aussi, c'est qu'au fur et à mesure du temps, de pouvoir allonger ce temps de congé de paternité. L'idée est aussi qu'en bout de course, tant le congé de maternité que de paternité soient équivalents pour vraiment que le père et la mère s'impliquent de manière égale, en tout cas, aient la possibilité de s'impliquer de manière égale auprès de leurs enfants. Il y a aussi, bien entendu, l'individualisation des droits sociaux, parce que le souci est que, en général, la femme, pour pouvoir gérer le tout, un certain nombre de femmes prennent la décision de prendre un temps de travailler à temps partiel, voire d'arrêter de travailler pendant un moment. Et donc, il y a tout le mécanisme de la sécurité sociale qui fait qu'elle devient alors dépendante des revenus du mari et de tout ce qui en découle au niveau de la sécurité sociale. Et donc, l'idée aussi, c'est qu'il y ait plus d'égalité dans le couple et qu'il n'y ait pas un piège qui se ferme auprès des femmes parce qu'elles ont décidé à un moment donné dans leur vie
de se consacrer à leur famille. Il y a aussi comme recommandation l'idée d'avoir un langage inclusif dans toutes les sphères, qu'elles soient l'enseignement, les entreprises, etc. Pourquoi? Parce que certains langages aussi font perdurer les stéréotypes. Quand on dit le panier de la ménagère, etc., certains métiers qui sont trop féminisés et qu'on évite de masculiniser, alors qu'en communauté française, il y a un décret qui oblige les entreprises et le secteur professionnel à utiliser les termes au féminin et au masculin. Tout ça concourt. Il y a aussi le manuel scolaire, par exemple, qui véhicule vraiment des stéréotypes. Pendant que papa travaille, maman est à la cuisine. On le voit encore maintenant, en 2018. Donc il est vraiment temps aussi de donner une autre image de ce qu'est le couple et d'arrêter de le stéréotyper.